Oui. Bonjour, Olivia. Bonjour. Bien, on est ensemble aujourd'hui pour faire le protocole d'investigation, le numéro 283, dont tu ne connais pas le sujet. Non. Et je rappelle qu'on a une partie du protocole qui est fixe et une partie du protocole qui est libre, et aussi que toutes les sessions d'investigation sont réalisées en même temps dans plusieurs départements, donc dans plusieurs langues, par plusieurs binômes. Et quand tu es prêt, on peut commencer. Ok. Bien. Alors, commence par te détendre. Tu inspires et tu expires. Et, en expirant, tu libères ton esprit. Et au fur et à mesure que je parle, tu es de plus en plus détendu. Calme, la détente, tout en continuant d'inspirer et d'expirer calmement. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à mon 3, je connecte au nouveau pape, Léon XIV, alias Robert François Prévost. Et tu décodes son ADN éthérique avant son élection. Humain. Un, deux, et humain? Humain. D'accord. Toujours dans l'observation avant son élection, tu veux dire quelque chose? C'était prévu. D'accord, Pas de surprise. d'accord, Il s'était préparé avant. très bien. Veux-tu rajouter quelque chose par rapport à cette observation? Non. Et les moments de son élection par rapport au plan métaphysique. Et dis-moi ce que tu perçois, toujours à mon tour, de et Au moment de son élection, oui, d'un point de vue métaphysique. euh, il est plutôt, euh, il change d'interférence, plus exactement. D'accord. Comment vois-tu cette situation? C'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus euh, pesant. Oui, Ça investit le corps physique. Ah, c'est totalement accepté. d'accord. C'est consenti. D'une façon consciente, Oui. comment tu te sens à observer tout ça? Si je me tiens à distance, ça va. Si je suis trop près, c'est oppressant. Mhm. Bien, alors, continue de rester dans une position confortable pour toi, avec une balade. Ok. Maintenant, observe le sens, l'ADN de Robert Francis Prévost dans la vie et non, détecte bien son naissance et observe-le dans la vie qui, qui a précédé la présente.
C'était un jeune homme assez lumineux, euh, plein de bonnes intentions. Mm. Euh, il a choisi cette carrière parce que il était profondément animé par l'amour de l'autre, en fait, hein. Mm. En tout cas, jeune. En tant que Francis, en tant que Robert Francis. En tant que, oui, je vois jeune garçon. Mm. Très bien. Maintenant, déconnecte de ça et remonte à l'incarnation précédente à à celle actuelle. Et dis-moi comment tu le vois. Hmm. Parce qu'il y a une Je vois, observation. je vois un homme assez grand, dans les années 50 à peu près, aux États-Unis. D'accord. Tu veux rajouter quelque chose? Hmm. Musicien. Il était musicien. Très bien. Maintenant, déconnecte de ça et va dans la phase de pré-réincarnation, celle qui précède l'incarnation actuelle. Et décris-moi les conditions subliminales qui le conduiront à devenir le pape Léon XIV. Comment le Le vois-tu? mot qui me vient, c'est négociation, D'accord. une histoire de potentiel. Oui. Euh, Parce que il faut qu'il paraisse extrêmement lumineux, en fait, Mm. aux yeux des humains. Il faut que, il ait une énergie positive, attractive. Et pour ça, il faut il y ait quand même une part euh, de vérité. Ça lui appartient, en fait, hein, Oui. cette lumière-là. Et, et il faut pas l'altérer. Donc, l'interférence la préserver, on va dire. Il n'y a pas lui mettre trop de pression. Faut pas lui mettre trop de pression. D'accord. Voilà. C'est, pour lui, il est accompagné par des choses très positives. Oui. Je vais rajouter quelque chose. C'est pas sa première incarnation en tant que catholique. Donc, l'idée des anges, des saints, c'est assez ancré au cours des vies. Et je sens qu'entre la vie d'avant et la vie actuelle, il n'y a pas eu de reset, hein, c'était gardé. Mm. C'est une information qui est persistante. Oui. Très bien. Déconnecte de ça pour le moment et connecte-toi. Observe la racine vibratoire du nom.
Léo euh, 14. Léon 14. Que perçois-tu? Continuité. Hmm. Censé symboliser la, la, la paix, quelque chose de stable dans Mm. dans ce qu'il veut conduire pour, pour les catholiques, quoi. Oui. Perçois-tu autre chose? C'est c'est la fin d'un cycle. Oui, Il marque la fin d'un cycle. très bien. Ouais, comme si après lui, je suis, il y aura peut-être plus de pape. D'accord. En tout cas, pas comme on a connu le Vatican et la façon dont c'est ordonné jusqu'à présent, en fait. Un, un changement dans Mm. l'Église catholique. Un changement, ouais. Très bien. Déconnecte de ça. Reste toujours en observation. Si besoin, tu te mets dans une position qui te convient mieux. Et observe l'ordre géopolitique mondial avec l'élection du pape Léon XIV. Et dis-moi ce que tu perçois d'un point de vue métaphysique. Je vois une restriction, un, un- j'ai du mal avec le mot. euh, re- euh, pas restriction, mais je vois que ça se contracte. Mm. Il y a une perte d'influence. Pour le, le pontificat? Oui, D'accord. une perte d'influence, et cette perte d'influence, elle est due à au fait que de plus en plus de personnes ne nourrissent plus cet agrégore-là, quoi, cette énergie-là. Oui, Et c'est vraiment, voilà, de la perte énergétique qui fait qu'elle perd en puissance et elle perd sa capacité de domination et voilà. Mais la place va pas rester libre pour autant, hein. Du coup, ça va changer les équilibres. oui. Veux-tu rajouter autre chose? Ouais, il y a une perte de sens, en fait. Il y a une perte de sens et même si toute une partie de la population constatait enfin, ressentait au plus profond d'elle-même que ça ne répond plus. Mm. Ça ne justifie pas, c'est comme si ça devenait un bijou clinquant, mais c'est du toc, en fait. Mm. Très bien. Même si en partie tu as répondu, je te pose la dernière question. Comment sera son pontificat? Dans l'apparence, ça paraîtrait pareil, c'est-à-dire que son influence pourrait paraître identique, on va toujours le considérer comme le pape, et le chef, enfin, etc. Voilà. Et avec
voilà, les manifestations qu'il va y avoir autour de lui quand il se déplacera, etc. Mais il y a une perte de puissance profonde en fait. Ça va s'amenuiser, puis les décisions prises ne vont faire que conforter les gens dans donc ça va s'étioler en fait au fur et à mesure des années. Intéressant. Je vais déjà pouvoir te poser des questions plus librement. Comment il va le vivre, lui, en tant qu'être humain? Comment va-t-il vivre ce- oui, ce pontificat qui vient de commencer? Au début, il est euh, dans la béatitude en fait. Il est persuadé d'être à la bonne place au bon endroit, de pouvoir faire des choses, euh, et il va vivre un peu son illusion, sa meilleure vie pendant un moment, là, voilà, porté par beaucoup de choses à faire et des agendas très remplis. Il va être sollicité comme le sont tous les papes. Et puis petit à petit, plus il va passer du temps dans le Vatican, plus il va s'imprégner de toutes les énergies qu'il y a à l'intérieur, de toutes les personnes qui gravitent autour de lui. Et plus il va percevoir les failles, il va percevoir les... Puis il y a des trucs, voilà, des choses qu'il va faire sans que véritablement son humain le veuille vraiment, c'est puisqu'il est manipulé. Mm. Avant l'élection, avait-il déjà eu un aperçu de potentielles manipulations ou corruption à Oui, l'intérieur de... oui. Et quel était son ressenti à l'égard de tout ça? Euh, Lui, il est intègre. Mm. Euh, il voit, il n'est pas idiot, il a du discernement sur ce qui se passe, mais je sens qu'il est en train de glisser dans un mal nécessaire. Mm. Que du coup, peut-être on peut s'autoriser certaines choses qu'avant qu'il lui aurait peut-être fait dresser les cheveux sur la tête, et puis maintenant, bah, peut-être que ça se justifie en fait certaines décisions. Il s'uniforme à la fréquence, à la vibration de Oui, la mais tout en Vatican. est... oui, mais tout en étant encore dans cette illusion que non, en fait, que il reste aligné, que il garde son intégrité, que non. Tu as observé à tout à l'heure que lui, il garde en soi cette sorte de lumière de bienveillance et qui n'a pas été touchée par ces interférences. Mm. Elle est toujours présente dans le ici et maintenant, cette lumière. Oui, Mm. il l'est, mais plus le temps va avancer et plus il va se faire grignoter. Et puis, pour le moment, la lumière est importante. Il faut qu'il soit perçu de cette manière. Le temps de s'asseoir, d'asseoir sa position. Et puis, petit à petit, ça va le manger. La part de lumière va sombrer. Mm. Et qui sont les êtres, bon, l'être qui est l'être qui est avec lui, qui l'accompagne dans cette incarnation Alors, ça a entre-temps? changé, hein, ça a changé, mais Alors, qui est celui actuel? Avant? humanoïde. Humanoïde. D'accord. Et le précédent?
avant l'élection. reptilien. Et vint un moment dans lequel il y a eu le changement. Il reste qu'une observation. On observe seulement. Et dis-moi comment se déroulait ce, ce changement. Alors, du point de vue d'interférence, totalement fluide parce que c'était complètement prévu. Oui. Je les vois qui, en gros, il y en a, ils se tendent la main et ils se prennent au niveau des poignets. Enfin, ils se tirent de telle manière comme s'il y en avait un qui rentre, un qui sort, en fait. Et donc, voilà, quoi, ça s'est fait, quoi. Par contre, je pense que, enfin, c'est pas je pense, euh, je, je ressens que lui, il a senti le moment où ça s'est fait, il l'a senti, vraiment, D'accord. dans le corps. C'était pouf. Et, et quel est quelle était sa réaction pendant ce ressenti, dans ce moment-là? L'extase, il croit que c'est un truc t'as reçu Dieu, quoi. Donc, il perçoit ça comme comme quelque chose qui lui est positif, qui lui apporte du bien. On peut Oui, parler du bien. oui. D'accord. Et tu as vu aussi tout à l'heure que c'était préparé, comme, comme c'était quelque chose de prévu, cet engagement. Comment ça avait été préparé par les interférences et les cas? Alors, il y a eu des tests, il y avait plusieurs candidats. C'est quelque chose qui prévoit depuis longtemps, puisque ça fait très longtemps qu'ils manœuvrent et qu'ils choisissent euh, bah, de pape en pape qui va se mettre, de toute façon, sous tous les principaux guides religieux. Donc, voilà, euh, ils ont ajusté. Euh, et pour eux, de ce qu'ils ont capté comme nécessité, il y avait cette nécessité de lumière. euh, qu'ils avaient déjà essayé de mettre en place avec le pape François avant. Euh, voilà, mais là, il leur fallait quelqu'un qui paraisse encore plus innocent, Mm. plus, plus pur. Et, cet engagement pour, pour, euh, pour lui, c'était quelque chose qui était prévu déjà avant, dans la phase pré-incarnation, ou ça s'est créé au fur et à mesure de son expérience dans la vie, du point de vue subliminal, Non, bien non, sûr. c'était prévu. Il savait avant de s'incarner que c'était ce qu'on allait l'amener à faire. Oui, Et lui, il pense que c'est quelque chose de très bien. Il va aider les autres. oui. Pour lui, c'est quelque chose comme moyen de réussir dans tout ce qu'il souhaitait pour lui. Mhm. Puis comme il n'a pas été, il était préservé dans cet espace entre incarnations, là, il n'a pas été violenté, abîmé. Je veux dire, il n'a pas de raison de se méfier, en fait. Oui, ça fait partie de la stratégie. Oui. D'accord. Ils savent très bien, même s'ils en abusent, où c'est qu'ils peuvent aller, et quand ça va plus, quoi. Ils ont, il y en a toujours qui comprennent pas, hein, mais euh, ils ont suffisamment d'intelligence, en tout cas en plus ceux qui sont avec lui pour savoir quelles sont les limites de l'humain
et ce qu'il faut leur offrir pour en obtenir ce qu'on en veut, quoi. Mm. On peut dire que cette façon d'agir avec lui, avec Léon XIV, est différente qu'avec les autres papes qui ont été élus ou Oui, pas. Oui, 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 oui. d'accord. Je vois dans d'autres papes plus anciens qui avaient nettement plus de luxure, de choses malsaines, de perversion, de perversion progressive de l'âme, de noircissement de l'âme. euh, Parce que ce qui n'était pas franchement attendu à l'époque, ce côté lumineux, en fait, hein. Il était le chef de l'Église, et c'était pas discutable, et à la vrai dire, voilà, c'était plus il semblait terrifiant quelque part, et plus il en imposait au niveau du pouvoir. Mm. Là, c'est pas ce qui est demandé. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ont changé de stratégie? C'est la perte de... La population, les Ah, gens qui commencent à se poser des questions, qui se sentent de plus en plus oppressés, agressés et qui ne supportent plus euh, c'est- toute cette noirceur, ils ont besoin de quelque chose de plus lumineux, ils ont besoin de quelque chose de plus, qui leur donne de l'espoir de quelque chose de beau, quoi. c'est comme un choix de marketing pour les entreprises qui changent la politique On de peut parler de publicité. ça, oui, 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 tout à D'accord. fait. Ouais. Maintenant, déconnecte de ça et dis-moi d'abord comment tu te sens. Ça va bien. Ah, parfait. Et retourne au moment dans lequel il était dans son incarnation précédente, dans les États-Unis, dans les 50. Décris-moi comment tu le vois. Presque qu'une observation. Comment Je l'intéresse vois, pas. je vois un grand bonhomme avec euh, une veste et des cheveux plaqués à la gomina avec l'arrêt sur le côté. Il a des grandes mains. Euh, Il joue du piano, il joue de la trompette. Ouais, c'est un artiste. Il passe des heures à composer des musiques. Il est seul dans son espace. Non, il a une épouse. Euh, Ça fait un peu ambiance ma sorcière bien-aimée. D'accord. C'est D'accord. Et c'est une vie euh, plutôt belle en fait, plutôt euh, positive, pas trop de soucis quoi. Euh, il était bien dans son processus créatif. Et dans son espace subliminal, là, il est seul, accompagné. Oh non, il est déjà accompagné. Il est avec lui. Les reptiliens, Reptilien. Oui. toujours le même. Oui, 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 oui. D'accord. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'il lui laisse vivre cette expérience? Eh ben, ça fait partie des différents tests avec les différentes possibilités. Euh, voilà, le différent candidat. Il était déjà candidat. Voilà. Donc, encore une fois, comme on était dans cet état d'esprit de pas trop le chahuter, de le préserver, de rester. Le but, c'était de rester présent, d'être accepté. euh, voilà. Pas d'interférence négative, pas de pillage d'énergie. L'investissement était pour plus tard. C'était. Ils doivent créer quelqu'un qui croit en la lumière, en Dieu et dans Oui, tout ce qui est le Dieu tout-puissant, comme est défini par les oui, oui, catholiques. oui, oui, voilà. D'accord. C'est Combien d'incarnations a duré la préparation pour qu'il devienne aujourd'hui Léon XIV? 5. 5? Vraiment?
au moment, à l'observation du moment dans lequel cette préparation commence, débute. Comment la vois-tu? Hum, C'est une vie religieuse. Alors là, je- un moine. Les conditions de vie étaient nettement plus difficiles là à l'époque. Il est, Surtout que c'était un... Enfin, je faisais partie de ces... euh, euh, je sais plus qu'on dit congrégation de frères, mais franciscains. euh, je sais plus. Enfin, ouais, je crois. C'est oui, pas pauvre en fait. C'est pas des... c'est pas ils ont pas de richesse, quoi. oui. Donc, voilà, de vœux de pauvreté. Oui, voilà. D'accord. Et il a été sauvé. Il a été Sauvé, comment? sauvé, oui. Il y a eu un accident et je vois qu'il a prié pour ne pas mourir et qu'il a été sauvé Quelle par époque? une apparition lumineuse. C'est moyenâgeux, c'est 1500, Mhm. non, mais Ok. quelque Oui, chose comme ça, je vois plus ou plus. moins, c'est parfait, c'est parfait. C'était trop rapide. C'est parfait. Et avant l'accident qu'il a eu, euh, était-il libre dans son espace? Avant cet accident-là, oui, D'accord. Donc c'est il y là. avait eu des tentatives avant, mais il était resté, il avait, il n'avait pas laissé, il s'était pas laissé attraper, il s'était pas laissé. Parce que c'est pas sa première incarnation, il y en a eu d'autres avant. Et c'est à ce moment-là, il Le était projet, tellement reconnaissant. le projet a commencé pour, euh, pour qu'il devienne Oui, ah, parce qu'en fait, ce qui a fonctionné pour lui, c'était le côté positif, c'était le côté lumière. Euh, et puis, ils l'ont gardé comme ça. bien. Puis déconnecter de ça et revient dans le présent et, et avance maintenant dans un futur, un moment dans lequel il finira son pontificat. Comment tu le vois d'un point de vue subliminal? C'est la déception la plus totale. Et là, il s'est réveillé. D'accord. Et il s'est réveillé dans le sens qu'il comprend que n'est pas, Il a compris, oui. c'est pas Dieu qui l'a investi, qui l'a. Non, non. Et puis à, la Il à la fin, s'écoute lui-même. Il se rend compte à quel point il a été perverti, à quel point il est plus ce qu'il était, à quel point à un moment donné, il ne faisait même plus la différence entre ses propres pensées et les pensées des autres. Il est comme fermé dans quelque chose comme dans un trou noir. Je le vois en position fétale dans un espace en train de pleurer. Il n'y a plus rien autour. et pendant tout le pontificat, ces pensées qu'il croyait être les siennes, à qui appartenaient-elles? Son interférent principal. C'était pour Il est flatté en fait, hein, et il pense tellement que c'est quelque chose de lumineux.
il se dit que c'est extraordinaire, hein, qu'il est élu. C'est ça aussi, c'est cette qualité-là qu'ils ont sélectionnée chez lui. Ou une ambition, cette envie de... Ouais, une espèce d'ambition, enfin, pas une espèce, euh, une ambition de briller, une ambition. Alors, oui, il y a tout ce côté lumineux chez lui, mais il y a quand même le côté pouvoir, quoi. Oui, Mais pas pouvoir dans le sens domination de l'autre. C'est comme se mirer, se regarder dans une glace et se trouver extrêmement beau, quoi. Ouais, qu'est-ce que je suis formidable. d'accord. Intéressant. Observe maintenant, après son pontificat, comment l'Église va être. Tu as vu déjà quelque chose à tout à l'heure? Chaotique. Donc, ça sera un rapport au choix qu'il a fait ou pour lequel il était mené à faire des choix dirigés ou d'autres facteurs, d'autres aspects. C'est dû à ce réveil parce que lui s'est réveillé, mais de ce qu'il va émaner, les autres vont se réveiller aussi. Il y a pas... Et puis, plus ça commence à leur échapper, et plus ils vont devenir mauvais. Donc, c'est- alors, je pense pas que... Enfin, Tout va bien. l'image n'est pas... probablement pas dans la matière, mais je vois le Vatican en feu. Donc, dans le sens où je vois une destruction. Hmm. Intéressant. Et un peu observe et si ce feu est mis par lui parce qu'on est en train d'observer sa ligne temporelle ou pas. Je sens que c'est parce que la situation leur a échappé. Euh, en fait, il l'avait préservé, lui, jusqu'à présent, mais le fait d'être dans cet environnement particulier du Vatican, avec beaucoup de gens avec leurs propres interférences, et Dieu sait qu'il y en a des mauvaises, euh, ils avaient sous-estimé l'impact négatif que ça allait avoir sur lui et des comportements qu'il va avoir, des choses qu'il va énoncer et qui va mettre le feu aux poudres, en fait. Mm. Si on observe la situation d'un point de vue de l'interférent, ces modifications, ce changement de marketing, donc le fait de laisser le bien chez le pape, c'est c'était pas un profit, c'était pas quelque chose euh, qui a, qui a servi leur objectif. Ou est-ce Mhm. qu'ils regrettent d'avoir laissé cette lumière en lui dans ce futur, dans cette possibilité de futur? Non, il regrette de ne pas avoir calmé les autres, en fait, pas avoir, pas l'avoir, euh, d'avoir pas préservé jusqu'au bout cette innocence-là. D'accord, d'accord. Euh, En fait, ils étaient trop confiants. Euh, pour eux, tout roule. Et, mais, euh, mais quand même, on est quand même plus complexe qu'ils ne croient, puis que on peut sombrer aussi. Et ils ont perdu de la popularité vis-à-vis des humains en tant qu'Église catholique. Mm. D'accord. Et à tout à l'heure, tu voyais que à la place de ça, de la popularité de l'Église, il y aura quelqu'un d'autre qui va s'installer. Est-ce que tu vois une religion en particulier ou une égrégore ou intelligence artificielle?
artificielle ou autre chose. Lequel sera l'interférent le plus présent? Il y a trop de possibilités. Mhm. Combien tu en observes? Ah, une des possibilités, c'est un corps, une histoire de Dieu extérieur par des manifestations extraterrestres, D'accord. en connexion avec la révélation d'histoire, enfin de l'histoire, des choses qui vont être révélées sur Terre, sur une histoire humaine beaucoup plus ancienne, sur d'anciennes civilisations, des étoiles, des choses comme ça. Oui, Et du coup, il va se construire d'autres croyances, et puis toujours cette projection sur un sauveur ou sur des sauveurs potentiels, plus intelligents, plus éclairés, plus oui. Et le- l'autre possibilité que tu observes? une petite émergence de la religion musulmane, Mhm. dans ce mouvance, quand on a parlé de changement géopolitique, enfin religieux, politique, je ne sais pas comment on peut appeler ça, Oui, euh, là où il va y avoir, voilà, ça se pousse l'un à l'autre, ça grossit, mais je vois comme des espèces de bulles qui se poussent les unes les autres. Je difficile à décrire mais elle va prendre une petite expansion à un moment donné, puis ça va se restreindre aussi parce que je crois qu'il y a un mouvement général de désintérêt pour les anciennes religions. oui, très bien. Ah, qu'est-ce qui intéresse le plus au fil du temps l'être humain? Qu'est-ce qui l'importe un peu plus qu'une religion? Si on observe d'un point de vue de quelque chose qui est contrôlant. La complétude, Mm. euh, c'est ça, c'est reprendre conscience qu'il y a une part de soi qui a été amputée et qu'on a besoin de retrouver cette part pour être complet. Mm. Et en fait, il y a tellement de pression que qu'on peut plus qu'on peut plus l'ignorer en fait. Oui, Et que les anciens systèmes ne répondent pas à ce besoin profond et ne donnent pas de méthode. Et il n'y a pas de méthode en fait. C'est, c'est un processus d'introspection, c'est un processus de retour à soi en fait. oui, très bien. Et à part l'Église catholique, c'est pas bon, les autres, l'être humain, parfois, il a une sorte de fanatisme dans l'observation ou dans l'adoration de tout ce qui est considéré supérieur. Mm. Est-ce que cela fait partie de la recherche de cette complétude, ce besoin dont tu me parles, ce besoin? C'est l'inverse totalement. D'accord, C'est l'inverse. C'est encore une fois donner la totalité de son pouvoir à l'extérieur de soi. Donc, alors que ce mécanisme que je perçois, c'est complètement l'inverse, justement. d'accord. Donc, ce mécanisme que tu observes, c'est un mécanisme qui
peut permettre à l'être humain d'être libre, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui. Parfait. Et comment il peut s'installer, quand tu observes, comment il peut s'installer chez l'être humain? Ça va dépendre de l'être humain, ça va dépendre. Il y en a avec qui ça va se passer très vite, et puis d'autres où il faudra des vies. Euh, c'est un processus individuel, donc ça dépend de ce que tu as vécu, ça dépend de qui est avec toi. Euh, mais l'information est en train de se répandre, en tout cas. Bien. Il y Bien. aura toujours qui resteront aveugles et sourds, hein. Et qui auront besoin de s'accrocher Ah oui, à et qui auront toujours peur d'être seuls et qui penseront toujours que ils sont pas capables. Maintenant, on observe de nouveau la planète, mais avec une perspective. Et on revient à l'observation de ce pontificat actuel. Et combien de personnes tu vois dans un pourcentage qui sont au courant de ce nouveau pontificat par rapport à la planète? Et ici en Europe, on est tous au courant. Est-ce que tu Alors, vois une partie de la planète qui n'est pas euh, concernée par ce changement? en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de petites lumières qui s'allument dans la masse de gens ça se traduit par un désintérêt total. D'accord. Donc, il y a quelle information? Euh, Ou qu- même pas. Quasi ça existe, enfin quasi ça fait pas partie de ma réalité, je m'en fous en fait. Et en Europe, quand tu observes ça, comment tu vois? C'est le même ou il y a plus d'intérêt? Hmm. Il y a beaucoup de désintérêt. Mais tout à l'heure, j'ai demandé à une intelligence artificielle de me parler du pape Léon XIV et à plusieurs reprises, cette intelligence artificielle m'a dit que ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a une raison ésotérique pour laquelle cette information n'est pas encore inscrite dans toutes les intelligences artificielles ou pas? Bon, c'est qu'une question de temps. Euh, Parce qu'il s'appuie sur un texte qui voyait la fin des papes, normalement avec le pape François. Et que pour le moment, effectivement, il n'y a pas grand-chose sur lui. Et c'est un peu aussi, ça fait rappel à ce manque d'intérêt, en fait, hein, Mm. de l'humain que ce soit les journalistes, que ce soit les gens, que ça peut, enfin, que les gens les citent, le citent dans les réseaux ou dans les choses comme ça. Donc, il n'y a même pas l'information pour qu'il puisse remplir sa base de données. Oui, c'est pas encore assez fourni. Ça va se faire avec le temps. Très bien. Déconnecte de cette information. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de la complétude, de cette capacité que chaque être humain a de se reconnecter à lui-même sans avoir à adorer ou se soumettre à qui que ce soit, comme la fin de chaque enfant.
session d'investigation, j'aimerais qu'on partage cette information. Chaque être humain est parfait tel qu'il est, autosuffisant et en mesure de créer les plus belles fréquences, de créer les plus belles aventures, situations par lui-même, Mm. sans donner son pouvoir à d'autres. Je vois que le frein essentiel au processus, c'est la position de victime. Et donc, on passe cette information et au passage, on rajoute aussi que on n'est pas des victimes, on n'est que des êtres qui expérimentent des expériences, des situations, des créations, des co-créations. Et qu'en fonction de notre propre fréquence, de notre propre pensée, on peut créer différemment. On est responsable surtout de nos créations, une excuse. Et on laisse l'information, puis chacun va pouvoir, bien sûr, l'observer dès que c'est le mieux pour lui et à son propre rythme. Quand c'est fait tout midi. Ok. Alors, bien dans le présent, Olivia, et on, on va terminer avec ça. Tu commences par déconnecter de tout et de tous, complètement. Et tu reviens à toi, uniquement à toi, à tes énergies. Et c'est que du bonheur de te retrouver ton corps, chaque cellule de ton corps, chaque particule de ton corps vibrant avec la fréquence, l'émotion que tu préfères, en toute légèreté, bien-être. Et à chaque inspiration remplissant d'oxygène, tu te sens de mieux en mieux, revigorée, joyeuse. Quand que maintenant ton corps a envie de bouger, tes mains, tes pieds, les membres, le dos, de plus en plus présente dans la pièce dans laquelle tu es, dans ici et maintenant. Tu peux désormais ouvrir les yeux dès que tu es prêt. Et bonjour. Oui, je vois. Com- Merci. Comment tu J'étais te loin. sens, Olivia? Oui. On, Bien. on a fait un grand tour dans plusieurs espaces-temps. Donc, merci beaucoup pour pour ce voyage. J'arrête l'enregistrement, n'inquiète pas, on reste encore. D'accord? Ok, Et merci à tous. merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura
e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza,
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.